Cette université est la plus grande de l'État de Virginie. Pendant longtemps, elle n'a bénéficié d'aucune notoriété particulière auprès du grand public. Mais le 16 avril 2007, l'un de ses pensionnaires va la faire connaître au monde entier. « 7 heures du matin, Seung-Hui Cho, un étudiant, pénètre dans un des bâtiments résidentiels. Il monte au 4e étage. Là, il abat une jeune femme et un autre étudiant venus à la rescousse. Sans que personne ne le remarque, il retourne dans sa chambre. Il réapprovisionne ses armes et se change. Ensuite, il poste un colis contenant des cassettes vidéo et des photos depuis la ville voisine de Blacksburg. Le pli est adressé à la chaîne de télévision NBC. À son retour sur le campus, il se rend au bâtiment Norris Hall, où se trouvent plusieurs salles de classe. Il cadenasse les issues et s'apprête à commettre le pire carnage de l'histoire contemporaine américaine. Il n'a pas dit un mot. Il est resté totalement muet. Il n'avait même pas l'air d'avoir l'âge d'être à l'université. J'ai été surprise quand j'ai appris qu'il avait 23 ans. J'ai mis quelques secondes à réagir. J'ai plongé sous mon bureau. 3 ou 4 secondes plus tard, il m'a tiré dessus. J'ai reçu une balle dans le bras. Après qu'il a fait irruption dans la pièce, j'ai fermé les yeux. Je les ai rouverts de temps en temps. Je l'ai vu avancer calmement. Son visage n'affichait aucune émotion. Il a dû tirer une vingtaine de coups au total, avant de repartir dans le couloir. Dans notre classe, c'était un massacre. Plus personne ne bougeait, personne ne criait. On sentait cette forte odeur de poudre. On pouvait presque la voir. C'était comme si les ténèbres s'étaient abattues sur nous. J'ai compris que ce n'était pas un canular quand j'ai vu mon camarade, allongé à ma gauche, vomir. Il avait été touché plusieurs fois. Il vomissait de douleur. Je me suis dit, il est en train d'abattre tout le monde, comme un lâche. Il se prend pour un caïd, c'est ça? Il croit que c'est en tuant tout le monde qu'il va passer pour un dur. Ces gens sont sans défense. « 11 minutes après le début de la fusillade, les policiers investissent Norris Hall. Cho les entend arriver. Il pointe un pistolet sur sa tempe et tire. Le sergent Matthew Brannock a été l'un des premiers à découvrir la scène. On est entré, il y avait une rivière de sang qui coulait le long de l'escalier principal. Nous sommes arrivés sur le palier du premier étage, où nous avons découvert 2 cadavres. Apparemment, le sang que l'on avait vu dans l'escalier venait de leur corps. Nous avons suivi le couloir. C'était un véritable capharnaüm. Le sol était comme peint en rouge. On en avait littéralement le souffle coupé. Nous sommes entrés dans une première classe où beaucoup de personnes avaient perdu la vie, puis dans une autre où les cadavres étaient 2 fois plus nombreux. À cet instant, nous avons compris que nous faisions face à une situation dramatique. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à commettre de tels agissements? Dans quel état d'esprit pouvait-il être? Ce matin-là, Seung-Hui Cho abat 32 personnes et fait de nombreux blessés.
Il commet ainsi le plus grave d'une série de massacres perpétrés dans les écoles américaines. En une semaine seulement, en 2008, on en a dénombré 4 à travers tous les États-Unis. Qu'est-ce qui a poussé Shaw, ainsi que les autres assaillants, à agir de la sorte? La police de l'État de Virginie a mené une enquête de grande envergure. Initialement, les médias ont annoncé que la première victime de Shaw, Emily Hilscher, 19 ans, était son ex-petite amie. L'enquête a permis d'infirmer le mobile passionnel. Mais alors, quel est-il? Nous n'avons trouvé aucun lien entre Shaw et ses victimes. C'était terriblement frustrant. Tout au long de l'enquête, nous avons interrogé des dizaines de témoins pour savoir ce qu'ils savaient des victimes. Mais aussi de Shaw, l'étudiant qui avait manifestement perpétré ces abominables agissements. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas établi de mobile. Shaw était-il fou? En tout cas, sur cette vidéo envoyée à NBC, il semble en proie au délire. You have vandalized my heart, raped my soul, and torched my conscience. You thought it was one pathetic boy's life you were extinguishing. Thanks to you, I die, like Jesus Christ, to inspire generations of the weak and the defenseless people. Le jour des faits, il s'est écrit sur l'avant-bras en lettres rouges ces 2 mots, Axe Ishmael. C'est également le nom qu'il avait inscrit en expéditeur sur le colis. Le massacre perpétré par Shaw peut-il être lié à un épisode psychotique? Le fait qu'il ait méticuleusement préparé ses actes contredit cette théorie. Shaw s'est procuré son premier pistolet de calibre 22, 2 mois et demi avant les faits. Un mois plus tard, il a loué une camionnette dans laquelle il a enregistré sa diatribe. Il a ensuite acheté sa seconde arme de poing, un Glock de calibre 9 mm. Il s'est entraîné dans plusieurs stands de tir de la région et s'est procuré des munitions. 8 jours avant le drame, il a loué une chambre d'hôtel, dans laquelle il a enregistré un autre passage de sa vidéo. 6 jours plus tard, la sécurité du campus découvre que les issues du bâtiment Norris Hall ont été cadenassées. Les enquêteurs pensent qu'il s'agissait d'une répétition. Shaw a méticuleusement préparé son acte, sans jamais attirer l'attention. Un psychotique en aurait été incapable. Même ses compagnons de chambrée n'ont jamais remarqué le comportement étrange. Jamais je n'ai eu l'impression qu'il pouvait être fou, ou quoi que ce soit de ce genre. J'avais plutôt le sentiment qu'il était timide, ou qu'il n'avait pas envie de s'intégrer. Si Shaw n'était pas fou, qu'est-ce qui a pu le conduire à commettre un tel acte? La vidéo envoyée à NBC pourrait apporter une piste. Do you know what it feels like to be spit on your face and have trash shoved down your throat? Do you know what it feels like to dig your own grave? Do you know what it feels like to have your throat slashed from ear to ear? Do you know what it feels like to be torched alive? Il semblerait qu'il ait longtemps souffert de mauvais traitements.
Mais aucun témoin ne peut corroborer cette hypothèse. Je ne me souviens pas d'avoir vu qui que ce soit s'en prendre à lui, que ce soit physiquement ou verbalement. Que ce soit pendant l'année que j'ai passée avec lui ou même après, je ne l'ai jamais vu avoir des problèmes avec qui que ce soit. La plupart des troubles psychologiques s'installent dans l'enfance. Si Shaw ne semble pas avoir été maltraité à l'université, peut-être l'a-t-il été à d'autres moments de son existence. Voici Centerville, une petite ville de la banlieue de Washington, accueillant une importante communauté coréenne. Shaw est arrivé aux États-Unis avec son père, sa mère et sa sœur aînée, à l'âge de 8 ans. Il n'a pas grandi dans les quartiers difficiles. Sa famille n'était pas particulièrement aisée, mais possédait un pavillon très confortable. Depuis les faits, les proches de Shaw se sont fait discrets. Les problèmes supposés du jeune homme remontent peut-être au collège. Voici l'établissement que Shaw fréquentait. Il est fréquenté par 3200 lycéens et figure parmi les 50 meilleurs de tous les États-Unis. Il a d'ailleurs été distingué par plusieurs prix et récompenses. Ce que retiennent les autres élèves de leurs camarades de classe, c'est son côté réservé. Je le voyais marcher dans le couloir, hein, toujours renfermé. Autant que je me souvienne, il est toujours resté isolé. Il était presque invisible. Il ne se faisait jamais remarquer. Il était assis juste à côté de moi. Je me souviens qu'il ne faisait jamais de bruit. On a essayé à plusieurs reprises de sympathiser avec lui. On lui a demandé ce qu'il comptait faire le week-end suivant, s'il avait vu tel ou tel film, s'il avait une petite amie. Le genre de questions qu'on pose à un copain de classe. La plupart du temps, il se contentait de répondre en hochant la tête ou par un grondement. Shaw était solitaire, mais rien n'indique qu'il ait subi des violences au collège. Je ne l'ai jamais vu se faire persécuter par qui que ce soit. À aucun moment, je ne l'ai vu se faire agresser, verbalement ou physiquement. Pourtant, les enseignants sont inquiets du comportement de l'élève. Ils laissent entendre à ses parents qu'il aurait besoin d'une prise en charge. À 13 ans, on le conduit dans un centre spécialisé dans l'aide psychologique aux minorités ethniques. Il y sera traité pendant 4 ans. Le docteur Griffith le voyait très régulièrement. Je crois que ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est sa profonde timidité. Il n'a jamais levé les yeux vers moi, ni prononcé un son. Tantôt il se mettait à transpirer, tantôt il semblait frigorifié. Il était incapable de répondre aux questions que je lui posais. Son anxiété était littéralement palpable. L'incapacité à communiquer du jeune adolescent est si préoccupante qu'il est intégré à un groupe de thérapie par l'art, habituellement réservé aux petits-enfants où la parole n'est pas nécessaire. Ça lui a permis d'établir une forme de contact. Il pouvait être en relation avec une personne 1 heure par semaine sans avoir peur de ne pas savoir répondre à sa demande. Vers l'âge de 15 ans, un événement va dévoiler un autre aspect de la personnalité de Shaw. Il semble avoir un nouveau centre d'intérêt.
Peu de temps après la fusillade de Columbine, il a écrit une dissertation qui a intrigué ses professeurs. Il n'était pas particulièrement menaçant, mais il s'identifiait aux assassins de Columbine. Shaw se prend de passion pour Eric Harris et Dylan Klebold, les deux adolescents ayant tué 13 camarades d'école avant de se suicider. Cette fascination morbide ne quittera plus Shaw. Dans le colis expédié à NBC le jour du drame, il joint une lettre. D'après les représentants de la chaîne de télévision, il y était question de deux martyrs, Eric et Dylan. Sa psychologue a choisi de l'orienter vers un psychiatre, pensant qu'il souffrait peut-être d'un épisode dépressif. Elle craignait qu'il ait des idées suicidaires. Suite à plusieurs entretiens, il a été établi qu'il présentait un mutisme sélectif et souffrait de dépression. Les personnes atteintes de mutisme sélectif peuvent parler, mais font face à de telles angoisses qu'elles sont incapables de le faire dans certaines situations. Les enfants souffrant de mutisme sélectif ont des difficultés d'ordre social, émotionnel et scolaire. Lorsqu'ils ne sont pas traités, ils se dirigent rapidement vers une perte totale de l'estime de soi. Ce sont souvent des enfants isolés et pouvant ressentir une profonde tristesse. La plupart d'entre eux vivent mal la solitude liée à leur état ou le fait de ne pas pouvoir communiquer. Mais le plus important à souligner, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le mutisme sélectif et la violence. Le cas de Shaw était bien plus complexe. Shaw n'a pas attendu ce diagnostic pour être profondément affecté. Mis à part quelques conversations avec sa sœur, il n'a que très peu parlé tout au long de sa vie. Ses parents auraient-ils pu agir plus tôt ? Peut-être trouvons-nous des indices en Corée du Sud, où Shaw a grandi jusqu'à l'âge de 8 ans. Il vivait dans cet appartement, dans un quartier modeste de Séoul, avec sa grande sœur et ses parents. Plusieurs membres de sa famille sont restés là-bas. On nous disait qu'il était très réservé, qu'il ne parlait pas beaucoup. On ne trouvait pas ça anormal. On pensait qu'il était sage. L'agitation est assez mal vue en Corée. Oui, bien sûr. Je pense toujours aux familles des victimes. Je suis tellement désolé pour elles. Ce garçon était très calme. C'était dans sa nature depuis qu'il était tout petit. Mais apparemment, il était doué. J'ai entendu dire qu'il était bon élève. Son père était obsédé par le travail. Il ne vivait que pour nourrir sa famille, c'était un Coréen typique. Les parents font tout pour offrir le meilleur à leurs enfants. Les Sud-Coréens passent souvent les 2 tiers de leur temps au travail. À son arrivée aux États-Unis, la famille débarque avec ses habitudes.
le père et la mère de Shaw ont été engagés dans un pressing. Ils enchaînaient souvent la semaine et les week-ends. Dans le cadre de l'enquête concernant la fusillade, le docteur de Pew, l'un des grands noms du profilage criminel, a interrogé la famille de l'assassin. Si je devais émettre une critique à l'égard des parents de Shaw, c'est qu'ils ne passaient pas assez de temps à la maison. Leurs longues heures de travail n'ont pas été sans conséquences, surtout quand on a un enfant qui nécessite une attention particulière. Le docteur Sood, éminente pédopsychiatre, a également rencontré les parents de Shaw. J'ai longuement parlé avec eux, avec Sun, sa sœur, puis avec son père et sa mère. J'ai très vite compris que ses parents étaient attentionnés et inquiets. Le plus important, c'est que le père lui-même s'est décrit comme quelqu'un de relativement introverti. Il a donc estimé que son fils avait hérité de ce trait de caractère. Ça ne l'a jamais empêché de grandir, alors il s'est dit que ce serait la même chose pour son fils. Le diagnostic est posé. Shaw doit suivre un traitement approprié, mais il n'en fait rien. Le passage à l'adolescence est une de ces étapes où la véritable personnalité de l'enfant se forge. C'est le moment où commencent à se développer certains troubles psychiatriques et où ils entraînent de profonds changements dans le style de vie, des changements difficiles à contrecarrer. Le docteur Griffith ne peut pas traiter le mutisme sélectif de Shaw, mais il continue à le suivre régulièrement et lui prescrit des antidépresseurs. L'adolescent est de moins en moins abattu. Il demande alors à ne plus suivre son traitement. Ses parents et son psychiatre acceptent. Bien que toujours isolé et discret, ses intérêts sont ceux d'un adolescent normal. Dans sa lettre de motivation pour l'université, il écrit: J'aime regarder les talk-shows à la télévision. J'aime les films d'action. Mon préféré, c'est les X-Men. Mon acteur favori est Nicolas Cage et mon groupe préféré, U2. Un an plus tard, en 2004, il intègre Virginia Tech, à 240 km de chez lui. Il est inscrit dans la section Technologie de l'information. Il était très enthousiaste. Il avait écrit sa lettre de motivation tout seul, sans aucune aide extérieure. C'était une grande victoire. Ses parents étaient très contents que son initiative aboutisse. Sa sœur Sun lui a dit qu'elle était agréablement surprise de voir qu'il pouvait faire preuve d'autant de détermination et qu'il ne devait cette admission qu'à lui. Grâce à son suivi médical, au soutien de sa famille et à cette récente victoire, Shaw reprend confiance en lui. Il présente pourtant toujours un mutisme sélectif. En très peu de temps, ce jeune homme introverti va devenir quelqu'un que sa famille elle-même ne reconnaîtra plus. You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. Au cours de ces 3 années passées à l'université, il va se transformer en meurtrier. Virginia Tech est un campus gigantesque, même comparé aux standards américains. Il s'étend sur 1000 hectares et abrite 35 000 étudiants et employés. C'est une ville à part entière, avec son propre aéroport et un stade de 66 000 places. Autant dire que l'on s'y perd facilement. Nous étions un peu inquiets pour lui. Virginia Tech est un complexe immense et il fallait qu'il soit encore suivi de très près sur le plan psychologique. Les responsables du lycée savaient que Shaw était dépressif,
atteint de mutisme sélectif et fasciné par Columbine. Mais ils n'ont pas le droit de transmettre le dossier à Virginia Tech. Seul le patient ou ses parents ont le droit de prendre cette décision. Ils préféreront prendre un nouveau départ. La première année se passe relativement bien. Shaw se met au travail, comme tous les autres étudiants, et obtient de bonnes notes. Il s'intègre. Puis il semble trouver sa voie. Une voie inattendue. Pendant les grandes vacances, il se met à écrire un livre de fiction romantique. Sa famille est aux anges. Sun et ses parents lui ont dit qu'ils étaient ravis de le voir finalement intéressé par quelque chose de concret. D'autant qu'il se projetait déjà dans une carrière d'auteur. À la rentrée, Shaw poursuit sur sa nouvelle voie. Il écrit à Lucinda Roy, professeure de littérature anglophone, dont il avait suivi un cours intitulé « Introduction à la poésie » l'année précédente. Quand j'ai parcouru son roman pour la première fois, j'ai fait en sorte de ne pas l'inciter à continuer dans cette voie. J'étais persuadée que ça ne fonctionnerait pas. Son ouvrage décrivait une vague histoire de quête d'amour et de rédemption. Mais on ne pouvait pas dire qu'il avait la plume facile. C'était loin d'être très perspicace. Ça me faisait plutôt penser à l'œuvre d'un adolescent en crise. Je lui expliquai qu'il devrait sans doute assister à de nombreux cours de littérature dans le but de peaufiner son travail. En 2005, Shaw décide de suivre ce conseil. Il abandonne sa section pour se consacrer à la littérature. Au lycée, il était plus doué pour les maths que pour les langues. Mais il était séduit par l'expression écrite. Le docteur de Pew a étudié ses ouvrages de très près. L'écriture est quelque chose qui ne nécessite pas d'interaction sociale. C'est un travail que l'on peut très bien faire isolé, en ne laissant parler que ses fantasmes les plus profonds. Le seul objectif étant que le lecteur soit transporté, voire émerveillé par ce qu'il lit. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Malgré ses efforts, Shaw ne fait pas sensation. Ses notes sont loin d'être brillantes, et un éditeur refusera de publier son roman. Il est resté bien en deçà de ses espérances. Lui qui pensait avoir trouvé sa voie, il était confronté à la critique et aux mauvaises notes. Il l'a ressenti comme un échec. Sa sœur Sun lui disait que beaucoup d'auteurs avaient été rejetés, qu'elle pouvait peut-être l'aider en publiant le livre, mais il refusait de le lui faire lire. Le rêve de Shaw vient d'éclater comme une bulle de savon. Vers la fin de l'année 2005, il adopte un comportement étrange, voire provoquant. En cours de littérature, il s'asseyait tout au fond, dans un coin de la classe. Il se faisait appeler question mark, le point d'interrogation. Dès que la prof lui posait une question et lui demandait de se présenter, il répondait toujours question mark. Au début, je pensais qu'il était timide, ni plus ni moins. Mais à force de le côtoyer, je me suis aperçu qu'il ne communiquait avec personne. Il avait l'air arrogant. Quand il entrait en classe, il gardait la tête baissée, il marchait jusqu'à sa place, il s'asseyait, il ne disait pas un mot. J'ai essayé de lui dire bonjour une fois, il m'a pas répondu. D'après ce qu'on m'a dit, c'était une habitude chez lui. C'était le type le plus renfermé que j'ai jamais vu. Le professeur Giovanni est entré en contact avec moi, à la fois par email et verbalement.
Elle ne voulait plus conserver un de ses étudiants dans son cours. Elle était très inquiète pour lui. Elle m'a dit qu'il avait été désobligeant et que quelque chose dans sa production écrite la mettait profondément mal à l'aise. J'ai convoqué l'étudiant en question. C'est là que j'ai réalisé que je le connaissais. Il est entré avec une capuche baissée très bas sur ses yeux et des lunettes de soleil. La plupart des gens qui me parlaient de lui disaient qu'il semblait vouloir échapper à l'attention. Mais je pense qu'il essayait en fait de faire exactement l'inverse. Lucinda Roy explique à Shaw qu'il a été exclu d'un cours et qu'elle serait désormais son professeur. Lors de ses nombreux cours particuliers, elle l'encourage à entamer un nouveau suivi psychiatrique et tente de le comprendre. À chaque fois que je lui posais une question, il mettait entre 10 et 20 secondes avant de prendre la parole. C'est très long quand on attend une réponse. Et quand il répondait, c'était toujours en soupirant. J'entendais à peine ce qu'il disait. À partir de ce moment, il s'est mis à ne plus parler que comme ça. Je lui ai demandé s'il se sentait déprimé. Il m'a répondu que oui. Je lui ai demandé s'il se sentait seul. Il a acquiescé. Il m'a confié n'avoir aucun ami et que cet isolement était très difficile à supporter. Au fil de notre entretien, il a semblé de plus en plus détendu. Et nous nous sommes mis à parler de différentes choses. Ça ne m'a pas étonné d'apprendre par la suite qu'il présentait un mutisme sélectif depuis l'enfance. C'était assez flagrant au cours de nos entretiens. Il choisissait quand parler et quand se taire. Dès qu'il se mettait à parler, il pouvait faire preuve d'une très grande éloquence. Et j'ai l'impression qu'il utilisait son silence un peu comme s'il se servait de sa capuche ou de sa casquette et de ses lunettes de soleil. C'était une façon de cacher la personnalité qu'il s'était construite. C'était un masque, mais c'était également un moyen d'intimider les autres, de leur montrer qu'ils ne pouvaient pas le connaître. Il faut toujours être attentif envers les jeunes esprits créateurs présentant un manque d'assurance et une certaine arrogance. C'est un profil qui peut conduire à la catastrophe. Andy Koch était le camarade de chambre de Shaw cette année-là. Il a tout fait pour lui tendre la main. Je lui parlais pas mal, mais il ne répondait jamais. C'était plutôt frustrant. Finalement, un vendredi soir, je lui ai demandé s'il voulait venir à une fête avec nous. Il a accepté. Je peux vous dire que c'était la première fois qu'il se retrouvait dans ce genre d'environnement. Plus tard dans la soirée, on avait bu un peu d'alcool et il a commencé à se lâcher. Il nous a parlé de sa petite amie imaginaire. Il l'a présentée comme ça. Elle s'appelait Spanky et lui l'appelait Jelly. On a fini la soirée dans la chambre d'un ami. Sung était complètement à l'ouest. Il nous a dit « Vous voulez voir un truc cool ?» C'était pas son genre de se lancer comme ça dans la conversation. Il a sorti un couteau et il s'est mis à donner des coups dans le tapis, lentement et méthodiquement. Je crois qu'il essayait d'attirer l'attention. Shaw s'est construit plusieurs personnalités, notamment celle de Question Mark, le pseudonyme qu'il utilise en cours de littérature. Question Mark disait être le frère de Shaw. Il avait même un profil sur Facebook. Il fallait absolument qu'il ait l'air cool sur son profil. La photo qu'il avait choisie comme avatar, c'était un portrait bizarre avec un grand point d'interrogation devant le visage. Il disait qu'il vivait au 6e étage du bâtiment Cochrane dans la chambre 666. Mais c'était impossible puisqu'il n'y avait que 5 étages. Il racontait aussi que sa petite amie vivait dans l'espace. Shaw semble se lier d'amitié avec Andy Koch. Il commence à lui passer régulièrement des coups de fil. Le courant passait bien entre nous. Quand il m'appelait, il me disait « À ton avis, c'est Question Mark ou Sung ?» C'était un test. Quand il se faisait passer pour Question Mark, au début, je rentrais dans son jeu. Et puis ça a fini par m'agacer. Je lui ai dit «
je sais que c'est toi, Sung. Et lui, il m'a répondu, non, c'est Question Mark, son frère. Il précisait toujours que ce personnage était son frère. Le fait d'adopter différentes personnalités est assez courant chez les jeunes ayant du mal à savoir qui ils sont. Shaw avait imaginé un frère jumeau, appelé Question Mark. Ça reflète très bien l'ambivalence qu'il devait ressentir. Son frère est en quelque sorte le reflet idéal de celui qu'il aurait aimé être. Le mutisme sélectif de Shaw s'estompe. Il n'est plus ce jeune homme réservé. Chez beaucoup de sujets, le mutisme sélectif s'atténue au passage à l'âge adulte, tout au moins sur le plan social. Mais ce symptôme ne disparaît jamais totalement. En fait, ils apprennent à le maîtriser et à montrer aux autres uniquement ce qu'ils veulent faire voir. Shaw semble plus ouvert. Mais sa personnalité est si déroutante que certains de ses amis prennent peur. Une fois, il est allé dans la chambre d'une fille. Il portait des lunettes de soleil et une casquette. Il lui a dit « Tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis ». Manifestement, elle ne le savait pas. Elle a eu une peur bleue. Elle a appelé la police. Un peu plus tard, il devait être autour de minuit, des agents de la police d'État ont frappé à ma porte. Ils m'ont dit « Ouvrez la porte ». Ils m'ont demandé si je savais où était Question Mark. Les policiers ont parlé avec Shaw pendant une demi-heure avant de partir. Il m'a dit que cette fille avait fait quelque chose de très grave. Il voulait la regarder dans le fond des yeux pour s'assurer qu'elle était cool. Mais là, il a pété un plomb. Il l'a traitée de tous les noms. Cet incident n'a pas dissuadé Shaw de tenter à nouveau sa chance. Il aborde une autre étudiante qui prévient elle aussi la police. Il appelle Andy Koch à la rescousse. Il était totalement retourné. J'ai plus qu'à me tuer. Il avait l'air totalement déprimé. Il pensait que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'ai cru qu'il allait faire une bêtise. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle aux policiers et ils l'ont embarqué. Shaw représente un danger pour lui-même. Il est placé en hospitalisation d'office. Il passe la nuit dans l'hôpital du campus. Le lendemain matin, il est vu pendant 15 minutes par un psychiatre. Niant toute pensée suicidaire, il est libéré avec un traitement et doit être vu en hôpital de jour. Il ne s'y présentera jamais. Et personne ne viendra le chercher. Après cet incident, Shaw ne parle plus à Andy. Il s'isole à nouveau. Dans un texte, il décrit son état d'esprit. Cette chose, ma vie, n'est qu'une lente agonie, un enfer de torture, des années de nuisances infimes bourgeonnantes, les regards dégoûtés, les index sanglants pointés vers moi. Je ressens la pathéticité et l'humiliation. Mon Dieu, déchirez-moi en lambeaux. Il révèle non seulement une profonde détresse, mais aussi une indicible rage. Quand une personne écrit un texte qui reflète autant ses fantasmes les plus profonds, ça nous permet de mieux comprendre son état d'esprit et son mécanisme de pensée. J'en ai plusieurs en ma possession qui sont assez intéressants. L'un d'eux est une pièce qui s'intitule Monsieur Brownstone. J'en reviens pas d'avoir un faux permis. Le héros, John, et ses deux amis, se sont introduits illégalement dans un casino. Ils jouent aux machines à sous. Après une longue journée d'école, on veut être tranquille. Il n'y a pas un endroit où on peut avoir la paix. Monsieur Brownstone, je voudrais le tuer. On a gagné! On est riche! Adieu, Monsieur Brownstone! Ils remportent le jackpot, mais leur prof, Monsieur Brownstone, qui vient de les croiser, prétend que c'est lui le gagnant.
C'est moi qui ai gagné. Ces adolescents m'ont poussé quand ils ont vu les pièces tomber. Sale petit sauvageon. C'est véritablement une cartographie de l'esprit de Shaw. Ça démontre quelle rage il a développée contre la société. Il expose son sentiment profond de ne jamais pouvoir gagner face à l'injustice, son désespoir. Même lorsqu'il gagne, on lui vole son gain. On sent l'existence sous-jacente d'un profond désir de vengeance. Allez, fils, laisse-moi une chance. Le héros de Richard Macbeef, une autre pièce de Shaw, s'appelle également John. Il est encore une fois opprimé, mais cette fois par un beau-père abusif. John s'oppose avec véhémence à ses avances. Arrête, Dick. Attention à toi! Quoi? Tu veux que je t'enfile ça dans le cul? Ça suffit comme ça! Shaw n'aurait jamais pu réagir de cette façon. D'après ses parents et ses professeurs, il n'aurait jamais été capable d'une telle opposition. Je dois tuer Dick. Je dois tuer Dick. Tu crois que je peux pas te buter? Tiens, dans un œil, et puis dans l'autre. Voilà ce qu'il dit vers la fin de cette pièce. Tu crois que je peux pas te buter? Tiens, dans un œil, et puis dans l'autre. On voit ici que son délire s'est focalisé et qu'il est prêt à exploser. Tout ce que tu trouves à dire à ma mère, c'est « Nounours. Nounours. Espèce d'éjaculateur prématuré de merde. Fils de pute, Macbeef. Comment oses-tu parler sur ce ton à ton beau-père? Mets-toi ça, t'es qu'un énorme trou du cul. Maintenant, ça suffit! Le beau-père tue le jeune anti-héros. C'est la fin de la pièce. Tous les écrits que j'ai lus de lui sont construits autour de la destruction. Et ces fantasmes de destruction impliquent une volonté de nuire aux autres, mais aussi à lui-même. Il semble que Shaw trouve plus facile de retourner dans l'isolement et le fantasme que d'affronter l'échec scolaire et le regard des autres. « 2007, l'année du diplôme. Tout le monde parle de ses éventuelles perspectives professionnelles. Shaw aussi, à contre-cœur. Dans toutes les familles d'origine asiatique, la perspective de chômage inquiète beaucoup les parents. J'ai pu l'observer lors d'un entretien avec son père et sa mère. Ils lui ont demandé ce qu'il voulait faire après son diplôme, s'il voulait continuer les études. Il a répondu non. Ils lui ont proposé de l'aider à trouver du travail, mais il a refusé. Je pense qu'il commençait à avoir des doutes sur l'avenir. Et Shaw aussi. Les perspectives d'avenir dans la filière littéraire ne sont pas brillantes. Surtout quand l'élève n'est pas particulièrement doué. Ne pouvant pas faire face à son échec, Shaw s'invente un nouvel univers où il connaîtra peut-être enfin la gloire. Il n'est plus Question Mark ou Spanky, mais Axe Ishmael. Face à l'échec, il s'est demandé comment laisser sa marque, comment laisser une empreinte indélébile, comment faire pour attirer l'attention du monde entier. Il s'est éloigné de son personnage de victime, faible aux yeux des autres, pour se forger une image plus forte, une image de dominant, dans le but d'assouvir sa soif de vengeance contre la société. En échafaudant son plan, en s'y projetant, il a commencé à prendre de l'assurance. Il pouvait enfin se dire qu'il était capable de réaliser quelque chose de marquant. Le paquet que Shaw a envoyé à NBC contenait plusieurs photos. Certaines étaient légendées par quelques lignes retranscrites ici, dans leur intégralité. Quelle joie j'ai ressentie de m'intégrer à vous, les hédonistes. J'aurais pu être l'un des vôtres si vous n'aviez pas ôté ma putain de vie.
Vous auriez pu être formidable. J'aurais pu être formidable. Mais demandez-vous ce que vous m'avez fait pour essuyer l'ardoise. Toute la merde que vous m'avez donnée, je vous la renvoie en pleine face. Vous n'auriez pas voulu m'achever quand vous en aviez l'opportunité? Vous n'auriez pas aimé me tuer? Que la révolution commence. Quand le fantasme prend le pas sur la réalité, tout le monde devient l'ennemi. Peu importe qui vous êtes. Vous vous retournez contre la société, contre une situation dans laquelle vous n'avez pas la possibilité d'exister. Un matin du mois d'avril, après des mois d'une méticuleuse préparation et de mise en situation, Shaw sort de sa chambre. Il approvisionne ses 2 armes de poing et se dirige vers le bâtiment St. Johnson, puis vers Norris Hall, où il commettra l'irréparable. C'était un lundi. Il était environ 9h, 9h30. En me réveillant, j'ai vu les rafales de neige dehors. J'ai regardé ma montre et je me suis dit, il faut que je file en classe. Une amie est passée me chercher. Bien sûr, on était en retard. On parlait tous de ce qu'on avait fait pendant le week-end. La prof est entrée et nous a tendu une fiche d'exercice. Après une vingtaine de minutes, on a entendu une série de détonations. Au début, on n'y a pas trop prêté attention, mais c'était étrange. Et puis les bruits se sont rapprochés de plus en plus. Notre prof a tout de suite compris. Elle est d'un naturel très calme, mais elle avait l'air paniquée. Elle a fermé la porte et nous a demandé d'appeler la police. 2 étudiants se sont précipités à la porte pour la barricader. À ce moment-là, on était tous sous le choc. Je me disais, c'est pas possible, ça peut pas être réel. On s'est tous allongés par terre, derrière le premier objet qu'on trouvait. C'est là qu'il est entré. Il a poussé les 2 bureaux qui barraient le passage et il est entré dans la classe. Moi, j'étais cachée sous un bureau, recroquevillée. J'ai regardé vers lui, je me disais encore, c'est pas possible, ça doit être une simulation, un exercice. Et il a commencé à ouvrir le feu. Il avançait dans l'allée en tirant. Il était très calme, totalement déterminé. Il ne montrait aucune émotion. À chaque fois qu'il tirait, le bruit était suivi d'un cri ou d'un râle. Une des balles a touché le mur, à quelques centimètres de ma tête. J'ai ouvert les yeux. Le plâtre du mur avait recouvert mon bras. Je sentais les débris me tomber dessus. C'était la réalité. J'ai été touchée par une première balle. La douleur était terrible. Après, tout est flou. J'ai reçu plusieurs balles. Une dans le dos, dans le bas du dos, une dans les fesses et une autre dans le pied. En fait, la dernière avait ricoché contre un objet. Je n'avais jamais eu aussi froid de ma vie. Ma gorge était sèche. J'avais beaucoup de mal à respirer. Il a fini par quitter notre classe. Plusieurs de mes camarades se sont mis à chuchoter. « Ne faites pas de bruit, ne parlez pas. » On entendait des râles, des toux, des espèces de gargouillis. Plusieurs téléphones portables se sont mis à sonner, mais il régnait une atmosphère étrangement calme.
Il est revenu plusieurs fois pour s'assurer que tout le monde était mort. Quand les policiers sont arrivés, je me suis dit qu'on était sauvés. Ils ont défoncé la porte. C'était l'unité d'intervention. Ils étaient tout en noir. L'un de ses membres a regardé autour de lui et a dit « On a pas mal de Delta Charlie Delta ». Je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Il s'est approché d'une fille à côté de moi et a répété « Delta Charlie Delta ». Et là j'ai compris. Décédé. Il ne s'en était pas sorti.